D'abord, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, la première chose, c'est qu'on a passé une journée formidable. Vous serez d'accord avec moi, tous les orateurs ont été absolument remarquables pour faire le point sur un monde très particulier et très complexe. Le deuxième point, c'est que les perturbateurs endocriniens sont responsables d'intoxications plus ou moins silencieuses, parfois bruyantes, comme Bhopal ou Minamata ou Tchernobyl, que sais-je. Parfois, et c'est le cas le plus souvent, tout à fait à bas bruit, et ceci induit des pathologies et des morbimortalités considérables et source de coûts énormes pour la société. Le deuxième problème, c'est que je crois que la terminologie perturbateur endocrinien est illégitime. Si vous regardez l'histoire, et vous l'avez entendu aujourd'hui l'histoire, depuis 50 ans, depuis ces deux dames, ces deux biologistes, Rachel Carlson, d'une part, une biologiste marine, et d'autre part, Theodora Colborn, une biologiste végétale, qui ont inventé le domaine vers les années 50-60, on a assisté à un certain nombre d'accidents toxicité. Carlson avait décrit les maladies des fermiers mexicains qui travaillaient pour ramasser le coton dans les champs. C'était une biologiste marine. Et ensuite, il y a eu ce dont a parlé Bernard Gégou, c'est-à-dire l'accélération des années 90 avec les travaux sur la spermatogénèse et la fertilité. Mais toutes ces conséquences de produits toxiques, de perturbateurs environnementaux ou de perturbateurs chimiques ou de perturbateurs métaboliques n'ont pas un système d'action univoque. Ce sont des systèmes différents. L'endocrinologue que je suis m'a rappelé que les perturbateurs endocriniens et les hormones, ce n'est pas la même chose. Et beaucoup de ces perturbateurs endocriniens ont des mécanismes d'action qui sont bien plus complexes que l'insuline qui se lie au récepteur et qui permet le transport du glucose. C'est l'activation de systèmes de signalisation intracellulaire extrêmement sophistiqués d'une part, et d'autre part d'effets prolifératifs ou d'effets sur l'épigénèse, comme le montraient deux biologistes exceptionnels. D'une part, David Barker, dont on parlait tout à l'heure, sur l'influence de la sous-nutrition sur le développement fœtal et de l'enfant, et d'autre part, Michael Skinner, sur la souris et la transmission aux générations ultérieures. Donc, perturbateurs endocriniens et hormones, c'est pas pareil. Et deuxièmement, ces perturbateurs endocriniens sont plus des perturbateurs environnementaux avec différents mécanismes d'action. Ceci est lié à l'histoire aussi, parce que pendant un temps, en particulier à l'époque du Distilbène, c'est-à-dire dans les années 70-90, on a beaucoup pensé que le récepteur de l'estradiol était par exemple très impliqué dans ces systèmes de perturbation hormonale. Or, il n'est impliqué que dans un tout petit nombre de ces mécanismes et l'épigénèse semble aujourd'hui infiniment plus importante. On a appris aussi que la toxicologie classique était sans grand intérêt. Elle est limitée. En 2013, tous les journaux d'endocrinologie du monde ont reçu une revue toute faite, signée par 25 éminents toxicologues, premier auteur Daniel Dietrich, qui disait la science des perturbateurs endocriniens, c'est du vent. Nous, toxicologues, nous montrons qu'ils ne procèdent pas par les mécanismes de la toxicologie classique. On a hésité à publier ce papier. Finalement, on ne l'a pas publié. Je parle pour la revue dont je m'occupe, la revue européenne d'endocrinologie, où je m'occupais à l'époque. Et parce que les évidences sont aujourd'hui telles, comme l'ont montré tous les orateurs qui ont participé aujourd'hui, que les effets des perturbateurs endocriniens se font à très faible dose, qu'il y a un effet cumulatif, il y a un effet cocktail, il y a des courbes dose-réponse qui ne sont pas du tout classiques, qui sont dites non monotones, qui sont appliquées dans le mécanisme d'action. Donc à la fois, c'est une intoxication avec des produits divers et variés qui aboutissent à une altération grave de la santé humaine. Un petit nombre passe par l'intermédiaire d'une perturbation hormonale, mais d'autres passent par des mécanismes plus complexes. Et je pense qu'il serait plus logique de parler de perturbateurs environnementaux ou chimiques ou métaboliques que de parler de perturbateurs hormonaux. J'ajoute que je suis partiellement responsable, pas le seul, mais les sociétés d'endocrinologie internationales, américaines, européennes, japonaises,
ont sauté sur la terminologie perturbateur endocrinien, ont fait un hold-up de la terminologie parce que ça ramenait la spécialité au centre de l'intérêt international. Ce n'est pas tout à fait justifié. Alors, une des conclusions des journées d'aujourd'hui, d'abord, c'est le lieu où nous sommes. C'est-à-dire que la discussion sur les perturbateurs endocriniens, elle relève du milieu académique et du milieu de la recherche avant d'être devant les politiques. Ce n'est pas au Sénat de la République que doivent se produire ces discussions, c'est ici, ou c'est à l'INSERM, c'est autour de vous, messieurs, les chercheurs, plutôt que dans un environnement plus politique, même si ce sont les politiques qui donnent l'argent pour la recherche. Et Monsieur Meunier, il faut vous remercier d'avoir eu cette initiative il y a déjà 2 ans, je crois. Et c'est une idée formidable. Et je pense que sur la liste des choses qu'ils ont à faire, il faudra reproduire ces réunions transdisciplinaires pour que chacun, ceux qui travaillent sur les insectes, ceux qui travaillent sur les plantes, ceux qui travaillent chez les animaux d'élevage, ceux qui travaillent sur les gros animaux, ceux bien sûr qui travaillent en médecine, qui travaillent en chimie, puissent échanger leurs informations pour faire progresser le domaine. Et aujourd'hui, on a tous énormément progressé en parlant les uns avec les autres. Le deuxième point, c'est donc réunion transdisciplinaire. Le deuxième point, c'est qu'il nous faut des tests de criblage in vitro au plus vite. Et je pense que c'est là des tests, parce que bien sûr, il y a plusieurs mécanismes d'action qui nous permettraient éventuellement de sélectionner les candidats. Donc, Madame de Benex et d'autres ont proposé un certain nombre de tests. Je pense que ça, c'est une recherche qui doit être financée au plus vite. Le troisième point, et non le moindre, c'est que notre priorité, ce sont les femmes enceintes et les enfants. Ça, c'est une priorité. C'est le monde de demain. Et vous avez vu les risques auxquels sont exposées les femmes enceintes. Et il faut pouvoir évaluer les risques toxiques auxquels elles sont exposées. Martha Hickey, qui est une gynécologue australienne, a depuis de nombreuses années établi une banque où elle prélève chez toutes les femmes enceintes le sang des femmes enceintes. Elle fait un échantillon. Elle prélève également le sang du cordon, permettant des analyses ad hoc. Et elle a pu ainsi démontrer la responsabilité de la mère dans la transmission du syndrome des ovaires polykystiques ou d'autres pathologies. C'est extrêmement important qu'on puisse faire progresser la prise en charge du risque des perturbateurs endocriniens chez les femmes enceintes et chez les enfants. Et enfin, de la même façon, je pense qu'il va falloir qu'on établisse des banques de données qui soient consultables par tous. Et nous nous réjouissons tous du rôle de l'OCDE dans le financement et l'organisation de ces recommandations. Il va falloir qu'on se mette au travail rapidement pour faire avancer le domaine, qui reste un domaine extrêmement complexe et encore un peu trouble, justement à cause de cette confusion entre des produits qui n'ont pas le même mécanisme d'action, qui sont dangereux pour l'espèce humaine et qui interviennent différemment chez la femme enceinte, chez l'homme, chez la femme et également chez les animaux domestiques. Donc, merci, Monsieur le Président. Il faudra continuer d'organiser des réunions transdisciplinaires. C'est, je crois, à mon sens, la seule façon de progresser. Et merci encore à tous les orateurs. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les orateurs et remercier Jean-François Bach et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque interacadémique. Nous recommencerons. Les multirécidivistes seront là. Merci, la séance est levée.